Bonjour et bienvenue à Parlons Justice. Aujourd'hui à l'émission, nous abordons la thématique de l'alcool au volant ainsi que les conséquences légales de conduire avec les facultés affaiblies. Pour ce faire, nous recevons Maître Laurence Martin, avocate de formation et juriste au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, Maître Danielle Mongeon, directrice générale du Centre communautaire juridique de l'Outaouais, et finalement, M. Marouane Belfakir, conseiller en sécurité routière à la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Parlons Justice, l'émission d'information juridique qui vous est présentée par le Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Mon nom est Maude Bégin-Robitaille, il me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis avocate et responsable des communications pour les Centres de justice de proximité du Québec, vos organismes d'orientation, de soutien et d'aide pour mieux comprendre vos droits et surtout pour vous y retrouver dans le système de justice. Aujourd'hui, à l'émission, on a une thématique très intéressante qui, je crois, va intéresser beaucoup nos auditeurs, l'alcool au volant, mais aussi les conséquences légales de conduire avec les facultés affaiblies. Selon la Société de l'assurance automobile du Québec, l'alcool au volant cause en moyenne chaque année près de 160 décès, 370 blessés graves et 1900 blessés légers. C'est des chiffres qui sont quand même assez impressionnants, donc on voit qu'il y a une problématique, qu'elle est présente sur nos routes. Et il y a aussi de nombreux mythes qui entourent l'alcool au volant et on va pouvoir les dissiper aujourd'hui avec nos invités. Bienvenue à tous à l'émission. Merci. Donc, pour nous en parler, tout d'abord, on reçoit Maître Laurence Martin, qui est avocate de formation et juriste au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Bonjour, Laurence. Bonjour. Ensuite, nous recevons aussi Maître Danielle Mongeon, qui est directrice générale du Centre communautaire juridique de l'Outaouais. Maître Mongeon, vous allez pouvoir nous parler aujourd'hui des différentes étapes d'un procès criminel, d'une arrestation, la comparution, tout ce qui se passe une fois qu'on est arrêté pour alcool au volant. Oui. Bonjour. Bonjour. On reçoit aussi M. Marouane Belfakir. Vous êtes conseiller en sécurité routière à la Société de l'assurance automobile du Québec, la fameuse SAAQ. Vous allez bien? Très bien, vous? Oui, merci. On va être avec vous. On va discuter aujourd'hui de saisie de véhicules, de qu'est-ce qui se passe avec le permis de conduire aussi, une fois qu'on a été condamné pour alcool au volant. Exactement. En commençant l'émission, je pense qu'on pourrait regarder ensemble une petite vidéo qui a été produite justement par la Société de l'assurance automobile du Québec, qui va vraiment nous présenter quelles sont les conséquences en fait de l'alcool au volant et d'une condamnation. Donc, qu'est-ce que ça fait sur la vie des gens et de leurs proches? On regarde ça tout de suite. Je pense que cette vidéo-là est très claire. Laurence, j'aimerais ça venir avec toi. Là. Ça cause vraiment des conséquences sur la vie des gens, la vie de leurs proches, une condamnation pour alcool au volant ou la conduite avec facultés affaiblies. Oui, bien en fait, la publicité le démontre très bien. L'alcool au volant, ça a des conséquences pour l'entourage, que ce soit celle du conducteur, celui de la victime elle-même, mais aussi, et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, pour le conducteur. Ça a des conséquences tant au niveau criminel qu'au niveau du dossier de conduite. Donc, ça bouleverse une vie. C'est une infraction criminelle, l'alcool au volant. Il ne faut pas oublier qu'une infraction criminelle, ça peut jouer sur la possibilité de voyager, la possibilité de se trouver un emploi. Oui, à cause du casier judiciaire, là. Laurence, j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de qu'est-ce qui est prévu au code criminel par rapport à l'alcool au volant. Il y a deux infractions bien différentes, mais je pense que les citoyens, les gens ne sont pas vraiment au courant de comment ça fonctionne. C'est ça. En fait, comme tu l'as dit, il y a deux infractions. La première, ça touche la conduite ou avoir la garde, le contrôle d'un véhicule à moteur alors que nos capacités de conduite sont affaiblies, soit par l'alcool ou la drogue. Donc, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui a pris un médicament
Un médicament qui a des effets très, très forts sur la personne, tellement forts que ses facultés de conduite sont affaiblies. Ça pourrait être également quelqu'un qui consomme de l'alcool et mélange ça avec une grosse semaine de travail, donc beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. Et cette combinaison-là, même si la personne a consommé un verre d'alcool, fait en sorte que ses facultés sont affaiblies et c'est en fait un comportement qui fait que ça rend la conduite illégale. La deuxième infraction, c'est l'infraction en fait de conduire, d'avoir la garde, le contrôle d'un véhicule à moteur alors que notre taux d'alcoolémie est supérieur à 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. C'est le fameux 0.08 dont on parle si souvent. C'est le fameux 0.08. J'ai oublié de le mentionner en fait, mais la première infraction, c'est la conduite avec faculté affaiblie. Okay. Alors le 0.08, celui que je viens de mentionner, c'est celle qu'on entend souvent parler. Donc si on résume pour les gens, il y a vraiment deux manières en fait de contrevenir à la loi. La première, conduire quand on est en facultés affaiblies, oui, que ce soit par la fatigue, l'alcool, les médicaments. On a pris une petite Robaxacet, là, ça donne un peu de somnolence au volant, ce genre de choses-là. Tandis que la deuxième infraction, c'est vraiment le 0.08, là, ce qu'on appelle la balloune en bon québécois. Exactement. Il y a une chose que tu as dit, Laurence, par exemple, qui m'a un peu... qui m'a posé des questions, en fait, là, la partie garde, comment ça fonctionne, ça? Tu disais qu'on peut être reconnu coupable, même si on a juste la garde d'un véhicule, même si on ne conduit pas, là. Exactement. Puis ça, c'est une question qui est très intéressante parce que souvent, les gens pensent qu'on peut être accusé de conduite avec les facultés affaiblies ou avec un taux d'alcool supérieur à 0.08 seulement si on a conduit le véhicule. La garde, le contrôle du véhicule, ça fait référence à si la personne est dans le véhicule ou est à proximité du véhicule, sans nécessairement que le moteur soit en marche, mais que la personne ait la capacité de mettre le véhicule en mouvement. Okay. Donc, par exemple, quelqu'un qui décide d'aller se coucher dans son véhicule ou de s'asseoir dans son véhicule en attendant d'être moins intoxiqué. Ou un autre exemple, ça serait quelqu'un qui, après une soirée arrosée avec des amis, déblaie son véhicule en hiver. On est à proximité du véhicule, on exerce un contrôle réel sur le véhicule. Donc, on pourrait décider qu'on part tout simplement et que là, on serait en infraction là, avec donc, il n'est pas question ici d'intention de conduire ou pas. On ne regarde pas si le véhicule est en mouvement ou s'il est arrêté. C'est vraiment ça. OK. Puis pourquoi on veut aller aussi loin? C'est vraiment, j'imagine, une question de prévention, une question de protection aussi. En fait, c'est carrément de s'assurer que quelqu'un qui n'est pas en mesure de prendre son véhicule, de conduire son véhicule, ne puisse pas justement y avoir accès, le démarrer et le conduire. Tout ça, c'est une question de fait. C'est un juge qui va prendre en considération plusieurs facteurs pour déterminer si la personne avait la garde ou le contrôle du véhicule. Notamment, ça peut être de voir si la personne avait les clés sur elle. Ça peut être aussi de voir si la personne a allumé la radio dans l'auto, a allumé les lumières, a mis le chauffage, a mis la climatisation. Donc, ça peut être aussi si la personne, où elle se situe dans le véhicule. Okay. En fait, il y a une présomption dans le code criminel qui vient dire que la personne qui est assise sur le siège conducteur est présumée avoir la garde ou le contrôle du véhicule. Okay. Donc, à ce moment-là, ça va être à cette personne-là de montrer qu'elle n'avait pas l'intention de conduire et qu'elle ne représentait pas un risque ou un danger pour autrui. Par exemple, j'avais déjà lu une histoire qui avait été rapportée là, dans les médias. C'était quelqu'un qui était, qui avait décidé qu'il ne conduirait pas parce qu'il était en état d'ébriété. Il s'assoit dans sa voiture pour attendre le taxi. Et là, s'endort, le taxi arrive et là, le chauffeur de taxi appelle la police. Il y a quelqu'un en état d'ébriété derrière un volant. Mais la personne, elle avait fait un plan, là. Elle n'allait pas partir, là. Je ne sais pas, Maître Mongeon, si ça vous dit quelque chose, cette histoire-là. Oui, bien, c'est sûr que si on a, il y a des possibilités, si on a un plan qui est concret, raisonnable et qu'on peut prouver, on pourrait peut-être se sortir d'une garde des contrôles, mais il faut vraiment que beaucoup d'éléments soient présents et que certainement, on n'avait pas l'intention de conduire et que quelqu'un venait nous chercher. Il faut faire bien attention. Je
pense qu'il faut être prudent, puis ça serait mieux là, de ne pas se trouver dans ces prend pas de chance, situations-là, hein? parce que c'est toujours une question de fait, c'est à l'appréciation du tribunal, et c'est pas évident là, de démontrer qu'on n'avait pas la garde ni le contrôle, même si on avait un plan. OK. Donc, il faut vraiment laisser nos clés au barman, se trouver une autre façon d'être accompagné à la maison. On ne prend pas de chance le plus possible avec ça parce qu'on le voit que ça va très loin quand même, cette infraction-là. Ouais. Une autre question que moi j'aurais, Laurence, pour toi, qu'est-ce qui se passe là, maintenant une fois que la personne décide de conduire en état d'ébriété, elle n'a pas respecté ce qu'on vient de dire, elle n'a pas laissé ses clés au barman, elle part et là, un policier l'arrête, voit qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a bu, il y a une odeur d'alcool, elle zigzaguait sur la route. Qu'est-ce qui se passe maintenant que le policier arrête la personne? Bien, c'est ça. En fait, au moment de l'interception, le policier va pouvoir lui poser des questions sur sa conduite, le véhicule en tant que tel et sa consommation d'alcool. À partir de ce moment-là, le policier peut demander à la personne de passer des tests. Ça peut être le fameux test de la balloune, par exemple, souffler dans la balloune. Ça peut être aussi des tests de coordination, comme marcher sur la ligne blanche ou la ligne jaune là, sur la route. Laurence, est-ce que c'est vrai que les policiers peuvent demander de lever un pied, de toucher notre nez, ou ça, c'est juste dans les émissions de télé qu'on voit ça? C'est vrai? Je serais Maître Mongeon. Oui, ça arrive. Ah oui, ça arrive, OK. Absolument. Ils peuvent faire tout type de tests qui pensent adéquats, hein? Oui, alors, bien, pas tous les tests qui pensent adéquats, mais le policier doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'on a conduit en faculté affaiblie. Alors, pour se donner des motifs, des fois, bien, puisqu'il peut nous faire des tests comme ça. OK. Puis à la suite de ces tests-là, s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il y a une consommation d'alcool ou qu'il y a des facultés affaiblies, le policier peut emmener la personne au poste de police pour lui faire passer des tests plus précis, comme un alcotest où on va déterminer exactement le taux d'alcool qu'il y a dans le sang de la personne, ou des tests physiques également pour savoir s'il y a de la drogue dans le corps de la personne. Parce que c'est pas facile à détecter, là, quelqu'un qui aurait fumé de la marijuana, par exemple. Là, j'imagine que les policiers sont formés pour ce genre de choses-là. Exactement. Il y a des policiers experts au poste qui peuvent s'occuper de ça. Puis, il est important de mentionner aussi que ces tests-là, on doit s'y soumettre. En tant que conducteur, c'est une obligation qu'on a. Et en fait, si une personne refuse de se soumettre aux tests ou même de suivre les policiers là, au poste de police, c'est une infraction criminelle en tant que telle. Okay. Donc, on pourrait non seulement être accusé d'avoir conduit soit avec les facultés affaiblies, soit avec un taux d'alcool supérieur à 0,08, mais également de ne pas avoir obtempéré à un ordre d'un agent de la paix. OK. Les conséquences, si on fait un refus d'obtempérer à l'agent de la paix, sont les mêmes qu'une faculté affaiblie. Alors, les conséquences légales, le casier judiciaire, on va voir plus tard, là, les conséquences qu'on peut avoir, mais ils sont les mêmes. Alors, il faut vraiment obtempérer quand on nous demande. Là, une fois qu'ils nous amènent au poste de police, bien, on est en état d'arrestation. Comment ça se passe? On a des droits quand on est arrêté en tant qu'individu. Là, ils ne peuvent pas juste nous embarquer. Là. Il y a quelque chose qu'il faut faire. On passe au droit au silence qu'on entend souvent. Oui. Bien, en fait, on a des droits, mais on a également des obligations. Par exemple, quand on se fait intercepter, on doit donner notre permis de conduire. La personne doit également donner son certificat d'immatriculation, ses preuves d'assurance. Là, à partir de ce moment-là, comme vous l'avez dit, il y a le droit au silence qui existe. On n'est pas obligé de répondre aux questions des policiers. Comme je l'ai dit précédemment, on doit se soumettre au test des policiers. Ensuite de ça, quand on est arrêté, le policier peut demander des renseignements pour identifier la personne. Donc, son adresse, le nom de la personne également. Il y a aussi, Laurence, le fameux droit à l'avocat à ce niveau-là. Exactement. Je pense qu'il y a d'ailleurs un numéro d'urgence qui existe si, par exemple, on se fait arrêter en plein milieu de la nuit, là, qu'on ne connaît pas d'avocat dans notre famille. En fait, le droit à l'avocat, c'est un de nos droits fondamentaux. Alors, on a le droit de parler avec un avocat, on a le droit de parler avec l'avocat de son choix. Dans les postes de police, dans les postes de détention dans l'Outaouais, partout, on a des listes des avocats criminalistes qui sont des spécialistes qui répondent au téléphone pour vous donner, donner les droits fondamentaux. Et il y a aussi parmi eux et également un numéro 1-800 qui est un numéro gratuit là, des avocats d'aide juridique qui, en tout temps, 24 sur 24, répondent là, pour donner les droits aux gens qui sont accusés. Et pour les gens à la maison, là, on va faire défiler là, le numéro de téléphone au bas de l'écran, comme ça vous allez pouvoir l'avoir. Si un jour cette situation-là vous arrive, on espère que ce ne sera pas le cas. Les policiers aussi ont ces numéros-là et en tout temps là, donnent accès à l'avocat. Okay. Monsieur Belfakir, moi j'aurais une question pour vous. Là. Qu'est-ce qui se passe avec la voiture là, une fois qu'on a été arrêté? Là? Est-ce qu'elle reste dans la rue? Évidemment, on ne peut pas repartir avec. Bien,
Pour la voiture, d'abord, il faut un test d'alcotest. Alors, il va y avoir une arrestation. S'il y a arrestation, tout dépendant du degré d'alcoolémie que la personne a dans le sang. Alors, le fameux 0,08, une fois qu'on dépasse ça, ça ne veut pas dire nécessairement que la voiture va être saisie. Okay. Par contre, si vous êtes arrêté, il faut que la voiture, elle ne peut pas rester là. On va la faire remorquer, puis éventuellement, vous allez pouvoir aller la chercher. Mais si vous dépassez le 0,16, le 160 mg ou 100 ml de sang, eh bien, la voiture, elle est saisie pour 30 jours. Et s'il y a une deuxième infraction, eh bien, elle est saisie pour 90 jours. Ça fait long à payer la voiture. C'est sûr, hein, la fourrière, elle doit coûter cher là, pour quand on fait saisir notre véhicule. Maître Mongeon, j'aimerais avec vous regarder un peu qu'est-ce qui se passe maintenant suite à l'arrestation. On est rendu au poste. On va regarder un tableau qui est tiré de la brochure « Seul devant la cour en matière criminelle et pénale ». Donc, on va vous présenter ce tableau-là. Puis, Maître Mongeon, je vais vous inviter à le commenter un peu, là. Donc, une des premières questions là, que j'aimerais voir avec vous, là, c'est comment ça se passe une fois qu'on est arrêté. On parle dans le tableau là, de comparution, de sommation. Pouvez-vous peut-être nous expliquer un peu la différence à ces choses-là? Quand on voyait avec notre individu qui s'est fait arrêter pour faculté affaiblie, maintenant, on l'a amené au poste de police, il a parlé à un avocat, il a eu ses droits fondamentaux. On se retrouve là à la situation où on va le remettre en liberté ou non. Alors, on voit la remise en liberté. Alors, puisqu'il est sous garde, le policier va remettre à l'individu une promesse de comparaître. Il va avoir une date pour comparaître à la cour et on va lui dire aussi dans quel tribunal aller, à quelle date. Et sur signature de cette promesse-là, il va être libéré. Puis là, c'est important de se présenter, Maître Mongeon. Absolument. Il est obligé de le faire. Là. Absolument. Alors, évidemment, dans cette promesse-là, il va avoir aussi la demande d'aller pour les empreintes. Alors, on va avoir une date pour aller au poste de police pour faire prendre ces empreintes, ce qui est aussi obligatoire. Parce que si on ne fait pas prendre les empreintes, on va avoir une nouvelle infraction criminelle qui va pendre contre nous. Ils peuvent s'accumuler, là. C'est ça. Alors, si on ne fait pas la bonne chose, ça s'accumule. Maintenant, oui, il faut se présenter à la cour, à la date et au lieu où on a signé, où on a promis d'être là. Sinon, il y aura un mandat d'arrestation qui pourra être émis contre nous. Et puis là, il y a une possibilité qu'on attende toutes les procédures jusqu'à la fin, jusqu'au procès en détention. Alors, c'est très important de se présenter. On peut aussi donner, le policier peut aussi donner un engagement avec des conditions très spécifiques. On doit signer cet engagement-là et le respecter, sinon on peut, encore une fois, avoir de nouvelles infractions. Si l'individu représente un danger pour la société ou si l'action a été tellement grave qu'elle peut heurter la société, bien, on peut l'amener détenu à la cour et là, c'est un juge ou un procureur de la couronne qui décidera de la remise en liberté de l'individu. Puis une fois qu'on est rendu au procès, là, on passe sur certaines petites étapes, là, mais on n'a pas beaucoup de temps là, dans l'émission d'aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Il doit y avoir des preuves, des témoignages, le juge va rendre un verdict. Oui. Alors, on a eu plusieurs étapes. Là. Je peux aller rapidement. La première était la comparution. Ensuite, on a ramassé toute la preuve qui était contre nous. Et puis, après qu'on a eu la preuve, on a discuté avec nos avocats, fait une stratégie. Et ici, on va à procès. Il y a les procureurs, évidemment, il y a deux procureurs. Le procureur qu'on appelle procureur de la couronne, qui est le procureur aux poursuites criminelles et pénales, doit faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, à la cour. C'est lui qui fait la preuve que tous les éléments de cette infraction-là de faculté affaiblie sont présents dans le fait qui occupe l'individu. Alors, il doit vraiment prouver chacun de ces éléments-là au juge, à la cour, et l'avocat de la défense, lui, son rôle, qui est l'avocat de l'individu, c'est de soulever un doute quant aux éléments de preuve qui sont mis devant lui. Alors, chacun fait venir ses témoins, les interroge et contre-interroge les témoins de la partie adverse et fait ressortir les éléments qu'on a besoin à la cour. OK. C'est très intéressant, Maître Mongeon, tout ça. Là, je vois que le temps file, puis il y a une question que je voulais parler avec M. Belfakir. Donc, vous nous avez parlé du procès, le verdict est rendu. Maintenant qu'on est rendu au verdict, qu'est-ce qui se passe du côté de la SAAQ à partir de ce moment-là? Donc, on a été condamné pour alcool au volant. Qu'est-ce qui se passe de votre côté? Il y a une suspension du permis, j'imagine qu'il y a lieu? Il y a une suspension, mais dès que il y a une condamnation de la Cour, il faut savoir qu'il y a une procédure qui s'enclenche par la suite. Ça veut dire la SAC envoie une lettre à la personne pour lui confirmer sa culpabilité, lui rappeler combien de temps ça va durer, lui proposer, lui dire comme quoi il y a un temps absolu. Alors si la personne a été condamnée pour 1 an, par exemple, par le juge, il a un 3 mois absolu
que le juge va pouvoir demander pendant 3 mois. Il ne pourra pas bénéficier de nos programmes. Okay. Le programme, c'est le permis restreint, entre autres. OK. Il y a un tableau sur le site web d'Éducalois qui vient vraiment résumer les différentes périodes d'interdiction de conduire. Je pense qu'on va pouvoir le voir à l'écran pour nos auditeurs. On n'aura pas le temps de le regarder ensemble en détail, malheureusement, mais j'invite les auditeurs, s'ils ont des questions sur ces durées-là, à aller voir sur le site web d'Éducalois. J'aimerais continuer avec vous, Monsieur Belfakir, concernant qu'est-ce qui se passe si on veut réobtenir notre permis. Donc, une fois que ces périodes-là qu'on a vues au tableau d'interdiction ont été passées, comment ça fonctionne pour le réavoir le permis? Tout dépendant de l'infraction. Alors, si l'infraction, elle est d'une certaine durée, elle est de 2 ans, 3 ans, il va falloir, si on veut conduire, on peut avoir le permis restreint, entre autres, il peut y avoir la condition X qui veut qu'il y ait un antidémarreur. Alors, pendant une certaine période que le juge va obliger la personne à ne pas conduire. Alors, ça peut être pour 3 mois, ça peut être pour 6 mois sur les 2 ans ou 9 mois sur les 3 ans qu'il a été condamné. Il peut bénéficier de ce permis restreint. Okay. Et par la suite, il faut qu'il y ait cet antidémarreur. Sans antidémarreur, il ne pourra pas en bénéficier. OK. C'est l'antidémarreur éthyliométrique qu'on appelle? J'ai de la misère à le prononcer. Communément appelé antidémarreur. Parfait. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la SAAQ? Je sais que vous faites beaucoup de prévention pour les gens. On n'a pas beaucoup de temps, peut-être en 1 minute, me parler de c'est quoi vos programmes que vous présentez pour les gens. Comme au tout début de l'émission, vous avez vu une publicité de sensibilisation, mais il y a aussi le fait qu'on est présent sur le terrain. Alors, on a un très bon partenariat avec Les Rouges, entre autres. Les Rouges, oui. Dès qu'il y a la saison, par exemple, la saison pour des fêtes, on fait de la pub comme ça pour sensibiliser les gens. On est dans les écoles, on est dans les entreprises, on est à peu près partout. On va rejoindre les gens là où ils sont afin de les sensibiliser à cette problématique-là. On a des outils pour ça. On leur fait des simulations comme ce que les policiers vont faire avec des lunettes Fatal Vision et les gens réalisent le danger qu'il y a derrière ça. C'est important parce que comme on l'a vu en début d'émission, il y a quand même des statistiques assez élevées de décès, de blessures sur les routes. Donc, c'est important de faire ce genre de prévention-là, surtout auprès des jeunes. Auprès des jeunes aussi, là, il y a le point zéro, là, il y a la tolérance zéro dont on n'a pas discuté encore aujourd'hui. Moins de 22 ans, c'est tolérance zéro. Ils ne peuvent absolument pas rien faire. Et il y a la possibilité, vous parliez du point 08, vous parliez dans un bar, qu'est-ce qui arrive, mais la ville de Sherbrooke, entre autres, la police de la ville de Sherbrooke, ils ont parti un programme qui s'appelle Code Bar. Okay. Alors, vous allez avec 2 autres amis, puis vous êtes chauffeur désigné, vous avez la consommation gratuite. Entre autres, une autre des solutions. Oui, c'est un beau programme. C'est bien de voir qu'il y a toutes sortes de choses comme ça là, qui sont prévues. C'est malheureusement tout pour l'émission. On avait tellement de choses à discuter. On n'a pas eu le temps de tout passer. Mais je pense que ça donne pour les gens qui nous écoutent une bonne vue d'ensemble. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation. Maître Danielle Mongeon, on rappelle directrice générale du Centre communautaire juridique de l'Outaouais, qui peut vous aider en cas de condamnation. Aussi. Évidemment, les avocats d'aide juridique couvre tout le territoire de l'Outaouais, de Maniwaki jusqu'au Pontiac. Là, et puis, on peut toujours téléphoner à l'aide juridique pour avoir un rendez-vous, puis on pourra représenter les individus. Super. Merci beaucoup à M. Marouane Belfakir, aussi conseiller en sécurité routière à la Société de l'assurance automobile du Québec. Si je peux me permettre, on veut rappeler aux gens, quand on boit, on ne conduit pas. Exactement. Je pense que ça résume bien l'émission. Et au final, on remercie aussi Maître Laurence Martin, avocate de formation et juriste au Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Pour nos auditeurs, si vous avez des questions, on a eu beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Si vous voulez revoir de l'information, si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les juristes de votre Centre de justice de proximité de l'Outaouais ou aussi, évidemment, les ressources qu'on a présentées aujourd'hui avec l'aide juridique Outaouais, la SAAQ. Donc, je pense que vous avez plusieurs cartes en main pour mieux comprendre vos droits en matière d'alcool au volant. Bonne fin de journée. Le Centre de justice de proximité de l'Outaouais a pour mission de faciliter l'accès à la justice pour les citoyens et citoyennes de la grande région de l'Outaouais en leur offrant des services d'information juridique gratuits, de soutien et d'orientation offerts en complémentarité avec les ressources existantes. Vous pouvez contacter votre centre de justice de proximité par courriel à outaouais@cjpqc.ca
ou par téléphone au 819-600-4600 ou encore sans frais au 844-606-4600. Nous sommes aussi présents sur le web à www.justicedeproximité.qc.ca et aussi sur Facebook et Twitter.